quelques propos d'un militant, hein, sans doute du Morbihan, qui se posait des questions sur les politiques publiques et notamment sur les gratuités que les collectivités pourraient mettre en place sur certains services comme l'eau, comme le transport de proximité. Il évoquait aussi les questions d'habitat et notamment d'isolation des habitats pour alléger la facture énergétique des locataires, améliorer leur confort et aussi réduire évidemment leurs charges. Il évoquait aussi les actions possibles en matière de prévention de malbouffe, de surconsommation alcoolique, de prévention des surpoids, de l'absence aussi d'activité physique, du tabagisme, qui sont aussi des fléaux qui touchent évidemment les personnes en précarité. Et il évoquait l'accompagnement à l'apprentissage numérique pour éviter justement toutes les problématiques de fracture, d'électronisme aussi, dont on commence à parler. Le refus aussi de considérer l'humanitaire comme une substitution qui va de soi à toutes les carences de l'État. Donc là, je pense que c'est aussi sur les politiques d'accueil de migrants, d'exilés qu'il souhaitait intervenir, ainsi que sur les politiques culturelles qui sont aussi des politiques importantes pour briser les pièges à pauvreté de génération en génération. Donc un propos assez large sur toutes les dimensions de la pauvreté, tous les obstacles aussi. Est-ce que des intervenants souhaitent prendre la parole en réponse à ces propos assez généraux? Jean-Luc Chenu. Oui, alors pas sur tous les volets parce que c'est extrêmement large. Il y en a notamment ce qui concerne la gratuité des transports. Nous ne sommes plus autorité organisatrice de transport. D'une façon générale, je ne suis pas nécessairement pour des gratuités. Je suis beaucoup plus pour des politiques de tarification sociale différenciées parce que dans un service, il y a toujours un coût et fondamentalement, c'est de savoir est-ce que c'est le contribuable qui le finance ou l'usager. Donc, je préfère des différenciations, par exemple, comme nous l'avons fait pour la restauration scolaire, avec un dispositif spécifique pour l'ensemble des élèves boursiers. Ça me semble plus juste parce que donner la même chose à chacun, ce n'est, je l'ai dit tout à l'heure, pas nécessairement ça, la justice sociale. Il faut aussi se méfier. On peut avoir par exemple, pays de Vitré, agglomération de Vitré, on parle d'une gratuité des transports, mais quand c'est avec un réseau de transport public extrêmement peu développé, la gratuité est atteignable si le service proposé est très limité. Il est clair qu'un dispositif de gratuité intégrale sur un mode de transport extrêmement développé pose d'autres problèmes d'une autre nature. Et donc là, c'est sans doute plutôt des systèmes de tarification et de gratuité sociale sous certaines conditions. Je suis aussi d'accord, bien sûr, sur des questions telles que l'accessibilité au sport, à la culture. Un exemple, créer comme nous le faisons aujourd'hui en étant le premier financeur un espace social et culturel commun à Menrog, dans le Coglais, c'est un acte fort aussi de diffusion et d'associer des approches sociales et des approches culturelles dans un territoire qui est pourtant très loin de la métropole. Et ça montre aussi, bien que ce n'est pas le propre des grandes villes ou des villes moyennes, d'avoir ce type de propositions. Et au même moment, nous construisons avec la ville de Rennes un espace social commun à Maurepas. Je dis souvent que si Maurepas était une ville, ce serait sans doute la ville la plus pauvre d'Ille-et-Vilaine, et pourtant elle est située au cœur de la métropole. Donc je crois qu'il faut toujours essayer de partir des réalités du terrain et d'apporter des réponses. Alors sur les questions de gratuité de l'eau, c'est pareil, là ce n'est pas le département, ce sont souvent les communautés, les communes, les métropoles qui sont en délégation de compétences. Merci pour ces réponses. Une autre question de Monsieur Bernard sur le rôle de l'Europe dans le soutien aux régions et aux collectivités, donc un rôle direct ou indirect dans le contexte de dégradation qui s'annonce et d'augmentation des précarités. Peut-on attendre quelque chose des institutions de l'Union européenne qui souhaitent intervenir? Alors, juste une réponse très partielle. Bon, hier, on avait un nouvel échange avec la préfète qui nous dit que dans le plan de relance, les 100 milliards,
40 seraient d'origine européenne. Bon, la grande difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est on nous parle de dizaines et de dizaines de milliards, mais à ce stade, on ne voit rien concrètement arriver parce qu'il semble que le mode de déploiement va être d'une très grande complexité. Il sera quand même centralisé avec les grandes agences nationales. On considère que la SNCF en est une, que l'ADEME en est une autre. Donc voilà, il y a de l'affichage. Parfois, quand on rentre dans le détail des choses, les milliards deviennent vite des millions et pas forcément en gros volume, avec des conditions d'accessibilité qui peuvent être assez différentes. Et puis, aujourd'hui, force est de constater que ce plan de relance, les préfets n'ont toujours pas le mode d'emploi et que ça crée d'ailleurs beaucoup d'impatience. Je dirais que c'est un petit peu comme les 4,4 milliards de soutien aux collectivités annoncés au mois de juillet. À ce stade, pour les départements en particulier, il y a zéro d'aide, uniquement des avances remboursables, ce qui est un effet en trompe-l'œil, chacun en conviendra. Une avance, il faut la rembourser. Donc voilà, sur des affichages, mais la réalité à venir peut-être. Merci. Je crois que Michael Kernez, vice-président du Finistère et maire de Quimperlé, souhaite intervenir aussi. Oui, bonjour tout le monde. Non, simplement sur cette question de l'Europe, j'entends ce que dit Jean-Luc, mais pour participer de ces travaux, et notamment au sein de l'Association française des conseils communes et régions d'Europe, la FCCRE, qui est la seule association qui regroupe l'ensemble des collectivités de France sur ces questions d'insertion sociale et professionnelle, ça fait partie même de la matrice de l'Europe que d'accompagner nos projets au cœur de nos territoires. Et je pense qu'il faut qu'on y soit particulièrement attentif. C'est vrai qu'on a du mal parfois à s'y retrouver dans les milliards d'euros annoncés, mais il y a quand même des politiques, et notamment les fonds sociaux européens, le FSE, et donc nos fonds de cohésion, qui accompagnent la plupart de nos projets au cœur de l'Europe. Et l'enjeu politique du moment, ça va être de s'assurer de la possibilité pour les collectivités territoriales de conserver et de garder les mains sur ces fonds européens, parce que les discussions sont extrêmement fortes en ce moment avec l'État, et donc de faire en sorte que le FSE, que ce soit pour la région, le FSE qui vient en appui des politiques de formation, ou le FSE qui vient en appui des politiques d'insertion et de cohésion sociale au cœur de nos territoires, nous puissions le conserver. Il y a un très, très gros enjeu politique en ce moment pour que les régions, alors ça vaut sur d'autres fonds européens, hein, mais pour le FSE et pour les départements, que nous puissions, pour ceux qui le souhaitent, rester ce qu'on appelle OI et donc gérer nos fonds FSE en partenariat avec tous les acteurs. Laurent Porel évoquait tout à l'heure tous les acteurs, les assembliers de l'IAE. Aujourd'hui, il y a quand même bon nombre de ces acteurs qui bénéficient des fonds européens. Et moi, qui suis un franc partisan de l'Europe incarnée au cœur des territoires, ce serait extrêmement dommageable, quand bien même c'est difficile de les gérer, que ces fonds européens n'aillent pas au cœur des territoires, auprès des chantiers d'insertion, auprès des entreprises d'insertion, auprès des autres projets que nous portons. Ce sont des fonds dont nous avons absolument besoin en ce moment. Donc oui, l'Europe est un acteur majeur. Oui, l'Europe est un acteur historique de toutes ces politiques publiques et ça rentre dans un contexte extrêmement important. C'est vrai que je n'ai pas pu assister au tout début de notre conférence. Je pense que Jean-Luc a évoqué cela. Mais je pense que vis-à-vis de l'État, l'enjeu politique aujourd'hui, on l'a vu au début du quinquennat de Macron, hein, il y a eu quand même une défiance majeure envers les collectivités territoriales. Quand le président de la République a dit que ça coûtait un fric de fou, en fait, il s'attaquait aux politiques publiques que nous menons. Et donc, le dialogue est extrêmement difficile et on le voit aujourd'hui au travers des nouvelles annonces faites par le gouvernement. Au-delà des aides ponctuelles, toutes les annonces qui sont faites en ce moment sur le secteur médico-social, toutes les annonces qui sont faites en ce moment sur le RSA, renvoient une part de la réalité aux collectivités territoriales et à nos capacités à financer ces politiques publiques. Donc, toutes les politiques que nous évoquons en ce moment, elles sont au cœur d'un rapport de force avec l'État. Et je pense qu'au travers des échéances électorales qui nous attendent, on a intérêt à avoir un discours extrêmement clair sur ces sujets si on veut continuer à être des acteurs majeurs au cœur de nos territoires. Merci, Michael, pour cette mise en perspective aussi sur le rôle de l'Europe qui, en particulier, le Finistère le sait bien, en tant que territoire périphérique, le rôle de l'Europe des fonds européens, ce sont effectivement des leviers absolument indispensables
pour mener toutes les politiques de lutte contre la pauvreté et d'insertion, même si Jean-Luc Lechenu le disait, parfois pour voir l'arrivée de ces fonds, il y a toute une logistique administrative qui mériterait d'être simplifiée. Une autre question de Monsieur Elias ou Madame. Les entreprises relevant de l'ESS ont-elles une place particulière dans le dispositif de sortie de l'insertion? Quel est le lien entre les entreprises d'insertion dans les marchés des collectivités locales ou avec les entreprises privées de leur secteur? Exemple, aide à la personne, gestion de l'environnement. Donc, une question qui apparaît dans notre fil de conversation. Qui souhaite y répondre sur le rôle de l'ESS en matière d'insertion? Peut-être Laurent Porel. Je vais tenter d'y répondre. Alors, un préambule peut-être, et pour faire écho aux propos de Michael Carnes, le FSE en tant qu'opérateur est un levier essentiel. Il est plein de difficultés parce qu'effectivement, il y a le côté administratif. Et il a aussi la difficulté, et ça touchera à une des questions qui est un peu plus bas, il me semble, sur le fait que c'est le dernier financeur et qu'il nous interdit aussi de faire un résultat. On sait tous que pour vivre demain, pour investir, il faut aussi faire des résultats. Le FSE a ce côté aussi limitant. Donc, il est très lourd, il pourrait être mieux optimisé, mais il est nécessaire. Et c'est un vrai levier. Pour répondre à la question sur la place de l'ESS, alors, les acteurs de l'IAE relèvent du secteur de l'ESS. Les entreprises d'insertion, comme les autres, le sont de droit, y compris si elles sont sous une forme commerciale. On est pour la plupart d'entre nous tous agréés d'utilité sociale. Je prends l'exemple de ma propre structure. L'entreprise de travail temporaire d'insertion, elle est sous forme commerciale, c'est une SAS. Tous les résultats restent dans la structure et sont réengagés au profit du projet social. C'est un de nos souhaits et une de nos valeurs. Dans le volet marché, le lien se fait naturellement sous la forme de réponse aux appels d'offres. Là où je pense qu'il y a quelque chose à mieux travailler, c'est comment on peut, avec les collectivités, mieux préparer les marchés peut-être en amont, alors sans tomber sur de l'entente, mais il y a des choses certainement à mieux travailler clairement là-dessus, et je pense certainement au volet un peu marché réservé. Avec le secteur privé, les collaborations commencent, elles sont lentes parce qu'il y a beaucoup de méfiance, il n'y a pas de connaissance surtout. L'entreprise, pour la fréquenter, a du mal à comprendre la multiplicité des acteurs que l'on est. Où chacun y passe. Pôle emploi appelle les entreprises, la mission locale appelle les entreprises, les SIAE peuvent appeler les entreprises. Enfin, on est plusieurs à mobiliser les entreprises, et à un moment, il y a un phénomène de lassitude. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce que je peux voir, c'est que souvent, il y a de la mobilisation dans les chefs d'entreprise autour de projets RSE. C'est des projets qui ont quand même souvent du mal à diffuser dans les équipes. Alors, pas par manque d'envie, mais souvent pris dans des contraintes opérationnelles. Bien souvent, on a des chefs. Enfin, une des difficultés qu'on peut avoir, nous, quand on place des personnes en insertion, c'est la capacité de l'entreprise à accueillir. C'est tout bête, mais accueillir, expliquer le poste, présenter les gens qui composent l'équipe, c'est déjà donner une place à un salarié. Ça, c'est souvent assez peu ou assez mal fait parce qu'il y a la contrainte d'un chantier, il y a la contrainte de production qui fait qu'il faut aller vite. Voilà,
voilà, donc c'est comment on peut mobiliser l'entreprise. Je vous citerai juste une expérience en éco, mais qui montre aussi que l'entreprise sait évoluer. Un chef d'entreprise sur la région brestoise avec qui on travaille depuis quelques années. Et à la suite d'une opération qu'on a fait avec des réfugiés, là, on a placé 2 personnes chez lui en contrat d'apprentissage sur une formation de maçon VRD. Les deux réfugiés, pour l'anecdote, sont sortis majors de promo du centre de formation. Le patron, le chef d'entreprise, nous racontait que tous les lundis, ils ont une réunion le matin pour distribuer les chantiers. Tous les lundis, c'est la bataille à savoir qui va avoir nos 2 réfugiés dans leurs équipes. Parce qu'il y a l'accueil, la prise en compte de l'autre a vraiment été diffusée au sein de l'ensemble de l'entreprise. Donc voilà, il y a des prises de conscience qui se font, c'est lent. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon propos, c'est l'ensemble de l'entreprise qui est embarqué, ce n'est pas qu'un chef d'entreprise. Chacun a son rôle, y compris les organisations syndicales, y compris tout salarié. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question, mais sinon, monsieur ou madame Elias, on précisera peut-être.